Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce voyage au cœur de la psychologie du succès. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement parler de business ou de stratégie commerciale. Nous allons plonger dans quelque chose de bien plus fondamental. Quelque chose qui précède l'action et qui détermine le résultat de chaque aspect de votre vie, votre état d'esprit. Avez-vous déjà remarqué que deux personnes peuvent travailler dans la même entreprise, ou vivre dans la même ville? Et pourtant avoir des trajectoires de vie radicalement opposées. L'une semble attirer les opportunités et la richesse, tandis que l'autre semble constamment nager à contre-courant. La différence, selon Case Cameron Smith, ne se trouve pas dans ce qu'ils ont dans leur poche, mais dans ce qu'ils ont dans leur tête. Nous allons explorer ensemble les 10 différences fondamentales entre l'esprit de celui qui fait l'entreprise l'entrepreneur. Le maître de son destin est celui qui subit l'emploi ou le salarié, l'exécutant. Et je vous préviens, ce que nous allons découvrir pourrait bien ébranler certaines de vos certitudes. Commençons par la fondation même de toute entreprise humaine, le rapport à l'inconnu. La toute première différence, et peut-être la plus marquante, réside dans la gestion de la peur. L'entrepreneur, celui qui a l'esprit de conquête, croit en lui-même et, par conséquent, accepte le risque. À l'opposé, l'employé est souvent paralysé par la peur et choisit la sécurité, ou du moins l'illusion de la sécurité. C'est une distinction fascinante car elle ne dit pas que l'entrepreneur n'a pas peur. Non, la peur est humaine. Mais l'entrepreneur voit le risque comme une opportunité. Il comprend que le risque est le prix à payer pour la liberté et la croissance. L'employé, lui, laisse la peur dicter ses choix. Il a peur de perdre son salaire, peur de ne pas être à la hauteur, peur du jugement. Cette peur le pousse sous un parapluie de sécurité qui l'empêche de voir le ciel des possibles. C'est une question de foi en soi. Si vous croyez profondément que vous pouvez gérer ce qui va arriver, le risque devient un jeu excitant. Si vous doutez de vous-même, le risque devient une menace mortelle. Posez-vous cette question, agissez-vous aujourd'hui par espoir de gain ou par peur de la perte? Cette notion de foi en soi nous conduit naturellement à la manière dont nous percevons le temps. C'est là que réside la deuxième grande fracture. L'entrepreneur a le regard rivé sur l'avenir, tandis que l'employé a tendance à regarder vers le passé. C'est une nuance subtile mais dévastatrice. L'employé passe souvent son temps à ressasser ce qui a été. À regretter les erreurs passées ou à se glorifier d'anciens succès qui n'ont plus cours aujourd'hui. Il vit dans le rétroviseur. L'entrepreneur, lui, utilise le passé uniquement comme une bibliothèque de leçons, mais son énergie mentale est projetée vers l'avant. Il a une vision. Il imagine ce qui n'existe pas encore. Il planifie. Il sait que l'on ne peut pas changer hier, mais que l'on peut sculpter demain. Avoir une vision, c'est comme avoir une boussole dans la tempête. Sans vision, sans objectif futur clair, on tourne en rond, et c'est souvent ce sentiment de stagnation qui épuise les salariés. L'entrepreneur ne dépense pas son temps à regarder en arrière, il investit son temps pour construire l'avenir. Mais pour construire cet avenir, on ne peut pas rester isolé. Cela nous amène à la troisième différence, qui est souvent la plus douloureuse à accepter pour ceux qui veulent changer de vie, l'entourage. Case Cameron Smith utilise une métaphore puissante, l'entrepreneur vole avec les aigles, tandis que l'employé picore avec les poulets. C'est brutal, n'est-ce pas? Mais c'est une réalité sociale. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous passez votre temps avec des gens qui se plaignent, qui ont peur du changement, qui critiquent ceux qui réussissent les poulets de la métaphore, vous finirez par adopter leur vision du monde limité. L'entrepreneur cherche activement la compagnie des aigles, ces gens qui volent haut, qui ont une vision large. Qui parlent d'idées et de projets plutôt que de personnes et d'événements triviaux. Parfois, cela signifie devoir s'éloigner de certains amis d'enfance ou même de membres de la famille qui nous tirent vers le bas. Ce n'est pas du snobisme, c'est de la survie mentale. Si vous voulez apprendre à voler, vous ne pouvez pas rester dans la basse-cour. L'environnement est plus fort que la volonté. Changez votre entourage, et vous changerez votre destin. Une fois que vous êtes bien entouré et tourné vers l'avenir, parlons du nerf de la guerre, l'argent. Ici, le malentendu est total. La quatrième différence stipule que l'employé cherche à gagner de l'argent, alors que l'entrepreneur cherche à bâtir une richesse. Vous pourriez penser que c'est la même chose, mais c'est un monde différent. Gagner de l'argent, c'est échanger son temps contre un salaire. C'est linéaire. Si vous arrêtez de travailler, l'argent s'arrête.
C'est une course sans fin où l'on est l'esclave de l'argent. Bâtir une richesse, ou une fortune, c'est créer des systèmes, des actifs, des investissements qui génèrent de l'argent même quand vous dormez. L'entrepreneur ne travaille pas pour l'argent, il fait en sorte que l'argent travaille pour lui. Il comprend la différence entre un actif et un passif. Il ne dépense pas tout ce qu'il gagne pour paraître riche, il investit pour devenir riche. C'est un changement de paradigme, passer de la mentalité de consommation immédiate à celle de construction patrimoniale à long terme. C'est comprendre que le temps est plus précieux que l'argent, et qu'il faut utiliser l'argent pour acheter du temps, et non l'inverse. Cependant, pour arriver à ce niveau de maîtrise financière, il faut une maturité émotionnelle exceptionnelle. Et c'est là que nous touchons à la 5e différence, peut-être la plus difficile à avaler pour l'ego. L'entrepreneur dit « c'est ma faute », ou plutôt « c'est ma responsabilité ». L'employé, lui, a souvent le réflexe de dire « ce n'est pas ma faute ». C'est la culture de l'excuse contre la culture de la responsabilité. Imaginez un instant une petite charrette rouge, remplie de fumier. Ce fumier représente toutes nos excuses, nos blâmes, nos plaintes. L'employé tire cette charrette partout avec lui. Quand il échoue, c'est la faute de l'économie, de son patron, de son conjoint, de la météo. En rejetant la faute, il se décharge de la responsabilité, certes, mais il se prive aussi de tout pouvoir. Si ce n'est pas de votre faute, vous ne pouvez rien y changer. L'entrepreneur, lui, lâche la charrette. Il accepte que tout ce qui lui arrive est le résultat de ses choix ou de sa réaction aux événements. En disant « je suis responsable », il dit en réalité « j'ai le pouvoir de changer la situation ». C'est une position de force. Arrêter de se plaindre et commencer à agir est le premier pas vers la liberté véritable. Cette prise de responsabilité transforme également la manière dont on interagit avec les autres. La 6e différence concerne le leadership et la gestion humaine. L'entrepreneur sait féliciter et corriger. L'employé, ou le mauvais manager, ne félicite pas et évite de corriger, ou le fait mal. L'auteur nous parle de la technique KSK, Ken, complimenter, ça, corriger, Ken, complimenter. C'est le principe du sandwich. Pour faire grandir quelqu'un, il faut d'abord valider sa valeur, le compliment, ensuite adresser le point précis à améliorer, la correction. Et finir par une note positive sur son potentiel, le compliment. L'entrepreneur ne prend pas les erreurs personnellement. Il voit l'erreur comme un bug dans le système à corriger, pas comme une attaque. L'employé, souvent, a peur de la confrontation. Il n'ose pas corriger de peur de ne plus être aimé, ou alors il critique brutalement sous le coup de la colère. L'art de donner du feedback constructif est la marque des grands leaders. Ils savent que pour bâtir une grande entreprise, il faut bâtir des gens grands. Et on ne grandit pas sous la critique constante, ni dans l'indifférence. Poursuivons notre exploration. La 7e différence est contre-intuitive par rapport à ce que l'école nous a appris. L'employé cherche souvent à en savoir beaucoup sur peu de choses, c'est le spécialiste. L'entrepreneur, lui, cherche à en savoir un peu sur beaucoup de choses, c'est le généraliste, le chef d'orchestre. L'employé creuse en profondeur dans une tâche technique. C'est très bien, le monde a besoin de spécialistes. Mais pour diriger, il faut avoir une vue d'ensemble. L'entrepreneur doit comprendre un peu de marketing, un peu de finance, un peu de droit, un peu de psychologie, un peu de logistique. Il n'a pas besoin d'être le meilleur dans chaque domaine. Il doit juste en savoir assez pour recruter les meilleurs et comprendre comment toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est la différence entre jouer du violon et diriger l'orchestre. L'entrepreneur voit la forêt, l'employé voit l'arbre. Cette vision globale permet à l'entrepreneur de ne pas paniquer au moindre problème technique. Car il sait que tout problème a une solution s'il est vu dans son contexte global. Il sait aussi ne pas se prendre trop au sérieux, gardant une certaine légèreté face aux défis. Contrairement à l'employé qui peut être submergé par le détail. En parlant de défis, comment les résolvons-nous? C'est la 8e différence. L'employé cherche souvent des solutions à court terme, des pansements pour arrêter l'hémorragie immédiate. L'entrepreneur cherche des solutions à long terme. Il ne veut pas juste résoudre le problème pour aujourd'hui, il veut créer un système pour que le problème ne revienne jamais. C'est la différence entre donner un poisson à un homme et lui apprendre à pêcher. L'employé, pressé par l'urgence et la pression hiérarchique, colmate les brèches. L'entrepreneur prend du recul, quitte à perdre du temps dans l'immédiat, pour construire une structure solide.
Il pense en termes de processus, d'automatisation, de délégation. Il se demande, comment puis-je faire en sorte que cette tâche se fasse sans moi à l'avenir? C'est une pensée systémique. C'est ce qui permet à l'entrepreneur de s'absenter de son entreprise sans qu'elle ne s'effondre, alors que l'employé, s'il arrête de travailler, tout s'arrête. Mais même avec les meilleurs systèmes, l'échec arrive. Et c'est là, dans les ténèbres de l'échec, que la 9e différence brille le plus fort. L'employé voit l'échec comme une fin, une honte, quelque chose de terrible qu'il faut éviter à tout prix. L'entrepreneur voit l'échec comme une étape, un professeur, une donnée brute. L'auteur raconte l'histoire de son échec avec un café. Il a perdu beaucoup d'argent. Au début, il a blâmé son partenaire. Il était furieux. Mais le jour où il a accepté 100% de la responsabilité de cet échec, il s'est senti libéré. Il a compris que l'échec n'était pas son identité, mais un événement. L'échec est simplement la manière dont la vie nous dit, ce n'est pas la bonne direction, corrige le tir. Les entrepreneurs échouent souvent plus que les employés, mais ils se relèvent plus vite et plus sagement. Ils ne disent pas « j'ai raté, je suis nul », ils disent « j'ai testé une hypothèse, elle était fausse, quelle est la suivante ?» Cette résilience est le moteur de l'innovation. Sans la tolérance à l'échec, il n'y a pas de succès possible. Enfin, nous arrivons à la 10e et dernière différence, celle qui alimente toutes les autres. C'est le carburant de l'esprit. L'entrepreneur consacre plus de temps à s'auto-éduquer qu'à se divertir. L'employé consacre plus de temps à se divertir qu'à s'auto-éduquer. Regardez autour de vous. Combien de temps les gens passent-ils devant la télévision, les réseaux sociaux, les jeux vidéo? C'est du divertissement. C'est agréable, cela permet d'oublier les soucis, mais cela ne construit rien. L'entrepreneur, lui, est un étudiant éternel. Il lit, il écoute des podcasts comme celui-ci, il assiste à des séminaires, il apprend de ses mentors. Il comprend que l'école traditionnelle forme des employés, mais que l'auto-éducation forme des fortunes. L'université de la vie et de l'expérience est son campus. Il ne s'arrête jamais d'apprendre car il sait que le monde change vite et que celui qui n'évolue pas régresse. C'est un investissement sur soi-même. Remplacer une heure de télé par une heure de lecture peut changer une vie sur 5 ans. C'est le choix de nourrir son esprit avec des idées riches plutôt qu'avec du bruit médiatique. En conclusion, mes amis, ce livre n'est pas une attaque contre les employés. Le monde a besoin d'employés dévoués et compétents. Mais il s'agit de comprendre que nous avons le choix. Vous pouvez être un employé avec un état d'esprit d'entrepreneur. Vous pouvez être intrapreneur, innover au sein de votre entreprise, prendre des responsabilités, chercher des solutions durables. Ou vous pouvez choisir de sauter le pas et de créer votre propre structure. L'important est de réaliser que les barreaux de la prison ne sont pas faits d'acier, mais de pensées limitantes. Souvenez-vous de l'histoire du chasseur et de ses chiens, évoquée en annexe du livre. Les chiens couraient pour des os, pour une récompense immédiate donnée par le maître. Mais un jour, certains chiens ont compris qu'ils pouvaient chasser pour eux-mêmes, pour leur propre survie et leur propre liberté. Ils ont cessé d'attendre l'os pour aller chercher le lapin. C'est ça, le passage à l'acte. Alors, où vous situez-vous aujourd'hui? Avez-vous peur du risque ou avez-vous confiance en votre capacité à rebondir? Regardez-vous vos erreurs passées ou vos projets futurs? Êtes-vous entouré d'aigles ou de poulets? Travaillez-vous pour l'argent ou pour la liberté? La transition d'un état d'esprit à l'autre ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est un entraînement quotidien, une discipline de la pensée. Mais la récompense est immense, c'est la pleine possession de votre vie. Ne laissez personne vous dire que vous devez rester à votre place. Votre place est celle que vous décidez de créer. Merci d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Prenez soin de votre esprit, cultivez votre jardin intérieur, et osez, osez grand. À très bientôt pour un nouvel épisode.